Bienvenue chez Ask Stago, le podcast fournissant des réponses d'experts à vos questions d'experts en hémostase. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Ask Stago. Je suis Cécile Ourquet, je suis ravie d'être à nouveau co-animatrice aujourd'hui avec Audrey Carlo. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui a été quelque peu très populaire en 2021 et qui reste un peu complexe quand même à appréhender, la thrombopénie induite par l'héparine. Oui, Cécile, la thrombopénie induite par l'héparine, ou TIH, est une complication du traitement à l'héparine, mais nous avons découvert en 2021 qu'elle a un cousin avec la thrombopénie thrombotique induite par vaccination, qui sont des complications rares mais dramatiques de la vaccination à base d'adénovirus, comme certains vaccins contre le Covid-19. Pour couvrir ce sujet complexe de la TIH, nous avons aujourd'hui avec nous une invitée experte venue du CHU de Tours en France, le docteur Caroline Venn. Caroline, vous êtes pharmacien biologiste, travaillant dans l'équipe des services d'hématologie du CHU de Tours, donc en France. Et sous l'impulsion de vos mentors, professeur Gruel et professeur Pouplard, et de leur équipe de recherche, vous avez développé une expertise autour de la thrombopénie induite par l'héparine. Nous avons de la chance de vous avoir aujourd'hui avec nous. Caroline, bienvenue. Bonjour à tous et merci Cécile et Audrey pour cette invitation. Et bienvenue Caroline et encore merci d'avoir accepté notre invitation. Dans notre podcast, nous commençons habituellement par la base. Mais en matière de TIH, il est difficile d'avoir des questions vraiment basiques. Mais peut-être pouvons-nous commencer par la physiopathologie de celle-ci. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est une TIH et comment se présente-t-elle ? Bien sûr Cécile. Alors la TIH est une complication sévère des traitements par l'héparine qui est typiquement associée à une chute de la numération plaquettaire résultant d'une forte activation des plaquettes sanguines. Alors d'autres cellules sanguines sont également activées au cours de la TIH, comme les polynucléaires neutrophiles ou les monocytes, ce qui conduit à un état d'hypercoagulabilité et à des événements thrombotiques, principalement veineux, chez 30 à 50% des patients. Et quelle est la cause de ces événements thrombotiques liés à la TIH ? Alors la TIH est due au développement d'anticorps d'isotype IgG dirigés contre le facteur plaquettaire 4 lorsqu'il est complexé à l'héparine. Ces anticorps apparaissent généralement entre 5 et 10 jours après l'initiation d'un traitement par l'héparine et les anticorps pathogènes activent alors les cellules sanguines en se fixant au complexe FP4 polyanion à leur surface et les activent par liaison de leur fragment Fc au récepteur Fc gamma R. L'état d'hypercoagulabilité observé dans la TIH est multifactoriel, d'une part lié à la libération de microparticules procoagulantes par les plaquettes et les monocytes, mais aussi à la surexpression de facteurs tissulaires par les monocytes et les cellules endothéliales qui contribuent alors à une génération explosive de thrombine. Alors plus récemment, il a également été montré qu'en réponse aux anticorps de TIH, les neutrophiles pouvaient former des neutrophiles extracellulaires TRAP, ce qu'on appelle également NETs, et qui sont connus pour être fortement prothrombotiques. Enfin, le FP4 peut former des complexes antigéniques avec le facteur Willebrand libéré par les cellules endothéliales, ce qui pourrait aussi favoriser l'activation des plaquettes par les anticorps de TIH. Ainsi, on l'a compris, la thrombopénie induite par l'héparine survient en réaction au traitement à l'héparine. Mais est-ce que c'est une complication fréquente ? Alors, selon les données de la littérature, ce syndrome est diagnostiqué chez 1 à 3% des patients recevant de l'héparine non fractionnée, mais il est nettement moins fréquent avec les héparines de bas poids moléculaire, sachant que cette fréquence s'avère difficile à estimer en pratique, car elle dépend aussi du contexte clinique sous-jacent, de certaines caractéristiques des patients et notamment de polymorphisme plaquettaire, mais également des caractéristiques des anticorps, comme leur classe, leur titre, leur spécificité, mais aussi leur affinité vis-à-vis du FP4. D'ailleurs, ce concept est parfaitement illustré par le modèle de l'iceberg qui a été proposé par Théodore Varkantine et qui indique que seule une fraction des patients ayant développé des anticorps anti-FP4 héparine vont véritablement faire une TIH et qu'une proportion encore plus faible développera les thromboses. Donc en pratique, le message clé est que la présence d'anticorps anti-FP4 héparine n'est pas synonyme de TIH, ce qui explique pourquoi le diagnostic de ces complications thrombotiques est souvent complexe. Alors on va essayer de résumer là déjà ce qu'on a intégré. Possiblement un bon nombre de suspicions de TIH, mais pas tant que cela, parce que de vrais TIH sont à confirmer. C'est là que les tests de diagnostic entrent en scène, je suppose. Alors, pouvez-vous nous expliquer l'algorithme en place pour le diagnostic justement de cette TIH ?
Avec plaisir, Cécile. Alors, le diagnostic biologique des TIH est basé sur l'analyse minutieuse de données clinico-biologiques du patient, en particulier les caractéristiques de la thrombopénie et bien sûr des complications thrombotiques qui seront utilisées pour évaluer la probabilité clinique de TIH. Alors pour cela, plusieurs scores sont disponibles, hein, dont le plus connu est le score des 4T, qui est applicable chez la majorité des patients, à l'exclusion de ceux qui ont récemment subi une chirurgie cardiaque avec circulation extracorporelle, ou bien encore ceux qui sont sous assistance circulatoire de type ECMO. Chez ces patients en particulier, l'évolution de la numération plaquettaire reste à l'heure actuelle l'outil le plus fiable pour identifier les sujets à risque de TIH. Alors, en ce qui concerne le score des 4T, celui-ci permet de définir 3 niveaux de probabilité de TIH, faible, modéré ou élevé, et permet ainsi de guider la réalisation de tests biologiques ultérieurs. À ce titre, il est maintenant prouvé qu'un faible score des 4T a une excellente valeur prédictive négative pour exclure une TIH et rend donc inutile tout test biologique ultérieur. En revanche, des scores intermédiaires ou élevés ont quant à eux une faible valeur prédictive positive, ce qui doit motiver la prescription et la réalisation de dosages biologiques. Donc on l'a compris, ce score des 4T qui vient évaluer une probabilité clinique de TIH n'est que la première partie de l'algorithme de diagnostic de la TIH. Quels sont les fameux tests et le dosage biologique dont vous venez de parler? Alors, deux types de tests sont classiquement utilisés. Les tests immunologiques qui vont permettre de détecter l'ensemble des anticorps anti-FP4 héparine. Et puis, dans un deuxième temps, les tests fonctionnels qui, eux, ne détectent que les anticorps capables d'activer les plaquettes en présence d'héparine. Les tests immunologiques ont une bonne sensibilité et une très bonne valeur prédictive négative et nous permettent d'écarter une TIH dans un grand nombre de cas. En revanche, leur spécificité n'est pas suffisante pour confirmer la TIH et un résultat positif doit le plus souvent être complété par un test fonctionnel. Et en fait, nous avions très brièvement parlé de cet algorithme pendant la saison 1 de notre podcast, lorsque nous étions revenus sur ce que sont la sensibilité et la spécificité d'un dosage. Ici, pour la TIH, nous avons à la fois besoin d'un test immunologique très sensible et d'une confirmation fonctionnelle avec un test très spécifique. Et globalement, les tests immunologiques sont beaucoup plus répandus et plus faciles à réaliser que les dosages fonctionnels. Oui, c'est vrai que les tests immunologiques sont beaucoup plus accessibles, surtout les tests rapides qui donnent le plus souvent des résultats en moins de 30 minutes et donc sont relativement faciles à interpréter. Par contre, même si les tests fonctionnels sont souvent indispensables pour confirmer une TIH, leur utilisation est quant à elle beaucoup plus délicate et elle doit être clairement réservée à des laboratoires d'hémostase ayant une expertise dans l'évaluation des fonctions plaquettaires. Alors pour vous donner quelques exemples, les plaquettes sont difficiles à manipuler et la sélection de donneurs dont les plaquettes répondent bien aux anticorps de TIH doit vraiment être rigoureuse. Un autre exemple, notre équipe a aussi montré que l'ajout de facteurs plaquettaires 4 au cours d'un test fonctionnel peut être utile dans certains cas pour aider à détecter de faibles titres d'anticorps pathogènes. Il existe aussi de nombreux pièges dans l'interprétation des résultats de ces tests fonctionnels qui peuvent être évités avec de l'expérience, bien entendu. Et Caroline, vous parlez là de la complexité de réalisation des tests fonctionnels, mais aussi de l'analyse des résultats, qui requiert définitivement une expertise. L'équipe de recherche à laquelle vous travaillez à Tours, et vous aussi, vous avez fait beaucoup pour pouvoir à minima contrôler la validité technique et s'assurer que les résultats sont finalement interprétables en utilisant un anticorps monoclonal appelé 5B9. Alors oui, Audrey, notre équipe a développé le premier anticorps monoclonal d'isotype IgG dirigé contre le facteur plaquettaire 4 modifié par l'héparine et ayant un fragment FC humain. Cet anticorps, en effet appelé 5B9, mime parfaitement les effets cellulaires des anticorps de TIH et s'avère donc être un outil fantastique qui nous a beaucoup aidé à mieux comprendre la physiopathologie de ce syndrome. Alors récemment, nous avons aussi utilisé 5B9 comme anticorps modèle pour comparer les performances de différents tests fonctionnels en comparaison à la méthode de référence qui est le test de libération de sérotonine radiomarquée. Cette étude n'aurait clairement pas été possible sans 5B9 puisque, comme vous le savez, les TIH sont relativement rares et le nombre et le volume d'échantillons de patients disponibles pour ce genre de travaux sont très restreints.
Alors actuellement, nous utilisons systématiquement notre anticorps 5B9 comme contrôle de qualité interne de nos tests fonctionnels et je dois vous dire que cela sécurise vraiment l'interprétation des résultats. Caroline, nous approchons de la fin de notre podcast aujourd'hui, mais nous ne pouvons pas terminer un podcast de 2022 sur la TIH sans parler de la thrombopénie thrombotique induite par vaccination ou VITT. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Alors c'est vrai que Cécile, que les VITT nous ont beaucoup occupés depuis début 2021. Alors il s'agit d'une complication rare mais grave des vaccins à stratégie adénovirus utilisés dans la lutte contre la Covid-19. Elles surviennent le plus souvent dans le mois qui suit une première dose de vaccin et sont malheureusement associées à une mortalité élevée de l'ordre de 20 à 50 des patients, en lien direct avec des thromboses multiples et atypiques et principalement cérébrales. Sur le plan biologique, elles sont aussi dominées par une thrombopénie sévère et une activation extrême de la coagulation. Et vous avez dit que ces VITT vous ont occupé en 2021, je suppose principalement du côté de la prise en charge des patients. Oui, en effet, notre équipe a été en première ligne en France pour le diagnostic biologique de ces complications et à ce titre, nous avons pu montrer qu'un élément central était en effet la présence d'anticorps anti-FP4 atypiques, puisque capables d'activer très fortement les plaquettes en l'absence d'héparine. Alors, cette période fut assez difficile car finalement, nous ne savions pas grand-chose de ce nouveau syndrome, mais nous nous sommes quand même vite rendus compte que les anticorps anti-FP4 retrouvés au cours des VITT présentaient une spécificité très différente de celle des anticorps de TIH, ce qui rendait finalement leur détection assez difficile avec les outils à disposition. À titre d'exemple, les tests rapides couramment utilisés pour le diagnostic des TIH ont une sensibilité quasi nulle pour détecter les anticorps de VITT et donc ne doivent absolument pas être utilisés dans cette indication. Et je sais que la compétition est rude entre les laboratoires de recherche qui s'intéressent au VITT. On va donc pas vous demander de divulguer quoi que ce soit sur vos travaux en cours. Mais peut-être pouvez-vous par contre partager quelle est la recommandation actuelle sur le diagnostic et la prise en charge de ces patients avec VITT? Oui, bien sûr. Alors maintenant, nous avons plus de recul sur les caractéristiques des VITT et sur la façon de les gérer. À ce titre, l'association d'une thrombopénie et de thrombose, notamment cérébrale et splanchnique, dans le mois suivant l'injection d'un vaccin à adénovirus, a une très bonne valeur prédictive positive pour le diagnostic des VITT. Des niveaux également très élevés de dédimères peuvent aussi nous orienter vers ce syndrome. En revanche, le diagnostic biologique des VITT doit absolument être fait en collaboration avec un centre expert, car la recherche des anticorps anti-FP4 doit toujours être réalisée à l'aide d'un test ELISA sensible et les tests fonctionnels nécessitent le plus souvent l'ajout de facteur plaquettaire 4, par exemple. Et Caroline, est-ce que vous auriez un dernier message clé à nous transmettre suite à notre discussion aujourd'hui? Alors oui, le message clé est clairement que le diagnostic biologique des VITT ne doit absolument pas retarder la prise en charge thérapeutique initiale de ces patients. Prise en charge qui doit être initiée vraiment le plus rapidement possible en cas de contexte clinique évocateur. Alors en ce qui concerne le traitement, il repose principalement sur la co-administration d'anticoagulants non hépariniques et d'immunoglobulines polyvalentes qui vont être capables de rentrer en compétition avec les anticorps pathogènes. Un autre message important que je souhaiterais faire passer est qu'un suivi rigoureux de ces patients est nécessaire pendant à minima plusieurs semaines, voire plusieurs mois, car nous avons montré qu'une rechute est possible après une phase d'amélioration clinique chez ces patients. Eh bien, merci Caroline. Je pense que ce podcast aura mis en lumière de nombreux aspects de la TIH. Bien que cela reste une thématique complexe, je pense que nous comprenons tous mieux cette pathologie. Il est maintenant temps de clore cet épisode. Merci encore pour votre temps, Caroline, et merci à tous pour votre écoute. Comme d'habitude, toutes les sources bibliographiques ainsi que les liens vers des podcasts antérieurs sont listés dans la barre de description du podcast. Et enfin, n'hésitez pas à nous contacter à ask@stago.com pour challenger nos équipes et proposer le prochain sujet. Merci à tous pour votre écoute. La suite au prochain épisode. Merci pour votre écoute. Ce podcast vous est proposé par Diagnostic Astago. N'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn ou Twitter et de vous abonner à la série de podcasts Ask Astago sur votre plateforme préférée. Diagnostic Astago, Diagnostic is in our blood.